Donc, je vais vous parler des banques de sol et des billets de sol qui sont une autre forme des monnaies de cuivre, puisque c'est du cuivre papier. Mais on a vu dans les présentations précédentes que ça avait déjà été envisagé, notamment en Espagne. En dessous, vous pouvez voir en fait deux types de monnaies de sol qui avaient cours au début du 19e siècle. Ici, c'est une monnaie de type directoire, parce qu'en juillet 1796, le directoire avait décidé une refonte des sols en cuivre, parce que la Convention avait émis une monnaie de cuivre dépréciée, notamment l'équivalent des pièces de 2 décimes, de 20 centimes, le poids avait été diminué de moitié. Et ça, c'est un type de billon de monnaie de bronze qui a été mis sous l'Empire. Dans la littérature ou dans les témoignages du début du 19e, les monnaies de type révolutionnaire sont appelées anciens billons. Et à partir de l'Empire et sous la Restauration, on appelle les monnaies qui ont été frappées vers 1807 type nouveau billon. Donc, ces monnaies ont été émises en grande quantité sous la Révolution pour faire face à la raréfaction des monnaies d'argent et d'or, en partie par l'émigration. Calonne estime qu'il y a à peu près 400 millions, que les émigrés ont emporté à peu près 400 millions de francs à l'étranger, et aussi par la thésaurisation, puisque en période de troubles révolutionnaires, on a tendance à garder la bonne monnaie. On a, en 1809, Molien a demandé en fait une enquête monétaire auprès des préfets sur la circulation de la monnaie de cuivre et de bronze. Donc en fait, on a une idée très précise de la circulation et de l'abondance des monnaies de bronze et de cuivre dans le territoire de l'Empire. Donc on est assez surpris en fait de la concentration de la monnaie de cuivre dans la partie nord en fait, de l'Empire. Cela correspond principalement à des régions assez industrielles, puisqu'on trouve la Normandie, toute la région du Nord, Orléans, la région Tours, l'Orne avec l'industrie textile. La Bretagne aussi, la Bretagne est un peu à l'écart des circuits monétaires, mais on trouve quand même une industrie textile importante, notamment les toiles de lin pour les bateaux, et notamment les toiles de lin qu'on vend en Espagne. Cela en fait corrobore l'usage des monnaies de bronze, puisque en 1802, Barbet-Marbois, dans un rapport sur les monnaies de sol, explique que les sols sont une monnaie forcée pour le pain, la viande, les légumes et tous les articles de peu de valeur vendus au détail et consommés par les ménages médiocres. C'est-à-dire qu'en fait, la monnaie de bronze, au début du 19e, sert beaucoup à payer les ouvriers et donc, notamment se retrouve dans le commerce de détail. On trouve deux exceptions en fait, dans la concentration de la monnaie de bronze. C'est la région du Piémont. Donc en fait, le fait que les monnaies de bronze soient acceptées en paiement de l'impôt, et notamment l'État les accepte au pair, a causé un afflux en fait, des monnaies de bronze du nord de l'Italie au Piémont. C'est une situation assez particulière, et Molien, le ministre du Trésor, a proposé à Napoléon en fait, de prendre un décret spécifique pour le Piémont pour interdire en fait, les paiements de plus de 1 franc en monnaie de bronze. On trouve aussi une forte concentration au niveau de Marseille. Le préfet en fait, des Bouches-du-Rhône dit que Marseille a du mal en fait, il parle d'exporter les monnaies de bronze dans les départements limitrophes. Il faut savoir aussi que Marseille est aussi une ville industrielle, avec les savonneries, donc on peut estimer que pour la paye des ouvriers, c'était nécessaire. Voilà. Donc là, vous voyez en fait la masse monétaire, entre l'évolution de la masse monétaire en France entre la fin du XVIIIe siècle et l'Empire.
Donc on voit en fait l'importance de la fuite des monnaies d'or et d'argent par l'immigration sous la Révolution, puisqu'on est passé en fait de 2 milliards 700 millions à 1 milliard 800 millions, donc à peu près un tiers des monnaies d'or et d'argent ont fui en fait, sont sortis du pays. Donc pour y faire face, les gouvernements révolutionnaires ont frappé plus de 30 millions de monnaies de bronze la proportion est restée stable sous l'Empire puisque dans l'enquête de 1809, Molien estime les sols à 50 millions. On voit quand même qu'on a une remontée de la masse monétaire sous l'Empire. C'est probablement dû au retour d'une partie des immigrés et aussi aux tribus qui ont été imposées aux pays vaincus. Donc la proportion de la monnaie de cuivre, pour donner un ordre d'idée, les 50 millions de sols représentent une masse de 10 000 tonnes de cuivre. Ça représente à peu près 8 mois de la production européenne de cuivre à l'époque. C'est une masse considérable, mais tout à fait envisageable. Donc on voit en fait que la proportion des monnaies de bronze est passée de moins de 1% à plus de 2%, sous l'Ancien Régime, au début de la Révolution, à plus de 2%, voire presque 3% au début du 19e. Ce pourcentage, mettre en parallèle avec l'arrêté du Directoire de janvier 96, sur le 40e, qui prohibe en fait l'usage du cuivre au-delà d'un 40e de paiement, 40e du paiement qu'on fait. Donc on voit en fait qu'en 1801, la part du cuivre est supérieure à ce 40e, ce qui fait en fait que l'arrêté du 40e limite le pouvoir monétaire du cuivre, puisqu'il y en a, il en circule plus que ce qu'on ne peut l'utiliser en paiement. Surtout que on voit bien en fait que le cuivre est concentré sur en fait, un gros tiers du territoire, puisqu'il est relativement rare, voire il est peu abondant en fait en moyenne, ce qui fait que le cuivre, en fait, il est assez difficile de payer en cuivre dans cette partie-là, ou du moins on ne peut payer en cuivre qu'en acceptant une certaine décote, puisqu'il y a un excédent de cuivre dans la circulation. C'est pour ça en fait que certains négociants ont eu l'idée d'émettre des bons remboursables en cuivre pour remplacer en fait cette monnaie qui, en plus d'être en excédent, en fait subissait une usure du moins un peu plus rapide que les autres pièces. Donc quand on payait en bronze au début du 19e, on pouvait toujours, la personne à qui on payait pouvait toujours contester ou demander des pièces de meilleur état. Donc Gilles Jacou explique que la première banque de sol a été créée à Rouen en juillet 1798 et Guy Tullier explique qu'assez rapidement en fait l'expérience s'est essaimée dans de nombreuses villes qui sont toutes en fait dans la région nord de la France, puisque les premières banques de sol ont été créées à Rouen. On en a trouvé à Caen, celles dont on sait qu'elles ont vraiment existé à Caen, à Saint-Quentin, à Amiens, à Troyes, à Orléans et à Tours. Donc on voit en fait que les banques de sol se sont créées dans les départements où il y a une très forte abondance de monnaie de cuivre. En 1801, le préfet d'Amiens en fait, décrit la situation de Rouen et l'impact des banques de sol créées à Rouen pour justifier en fait, la création d'une banque de sol à Amiens. Il explique « L'établissement des banques de sous a donné une grande activité aux relations multipliées qui ont lieu entre les ouvriers, les fabriques et les négociants. Les sous ont presque disparu de la circulation. L'argent et les bons de caisse font un service commode et sûr. » Ce qui montre en fait que les autorités locales trouvent un avantage en fait, à la création de cette monnaie de papier qui représente de la monnaie de cuivre parce que ça facilite en fait, les transactions.
ça réduit en fait la monnaie de cuivre qui est en circulation, puisque les banques sont censées en fait pouvoir rembourser leurs billets, donc elles soustraient de la circulation une partie du cuivre qui du coup, comme il y a un peu moins d'excédent, il subit une décote un peu plus faible, et ce qui fait un peu augmenter en fait le pouvoir d'achat des ouvriers, puisque comme les ouvriers du moins ont un salaire, du moins qui sont payés dans une monnaie qui est un peu moins décotée qu'avant. Bon, c'est que par exemple, sur la thèse de l'impact des banques de sol sur le pouvoir d'achat, en fait, on trouve deux thèses qui s'opposent, puisque et même puisque, en fait, certes, dans une partie de son rapport, Barbé-Marbois, le ministre du Trésor, explique en fait que les monnaies de sol ont créé en fait un afflux de monnaie qui a fait augmenter les prix. Mais dans une autre partie, à la fin de son rapport, il explique que finalement, la monnaie de cuivre qui était retirée de la circulation a fait diminuer la décote qu'elle subissait sur le marché. Donc, et c'est la thèse que défend Guy Thuillier, et qu'il explique pour lui, en fait, le cuivre papier en fait, qui diminue la décote du cuivre n'a pas en fait, grévé le pouvoir d'achat des ouvriers. Donc là, vous voyez Barbé-Marbois, qui a été ministre du Trésor de 1801 à 1806. On connaît de lui en fait, ses opinions sur les banques de sol grâce à deux rapports qui sont conservés aux Archives nationales, et notamment un rapport assez précis sur les banques de sol parisiennes. En mai 1802, on compte 12 banques de sol à Paris. Il y en a la plus importante est la Factorerie du Commerce qui était installée non loin du palais actuel de la Bourse. Et la seconde est la Caisse d'échange des monnaies qui est installée ici, pas très loin du moins, de l'actuel palais royal, qu'on appelle le palais du Tribunat à l'époque. Donc, la Factorerie du Commerce émet des billets de 25, du moins selon Barbé-Marbois, la Factorerie du Commerce émet des billets de 25, 50 francs et 100 francs, qui sont acceptés à peu près partout, y compris dans les caisses publiques. Le montant de 25 francs est relativement important par rapport aux billets qui étaient émis en province, parce que dans les villes industrielles, on trouve beaucoup de billets de solde de 5 francs, aussi de 20 francs, 25 francs, 50 et 100 francs, mais les banques de sol de province émettent des billets à partir de 5 francs. On peut même citer le cas de celle de Saint-Quentin qui émet des billets de 5 francs, de 6 francs, de 7 francs, 8 francs et 9 francs. Donc on voit bien que dans ce cas-là, ces billets servent à payer les ouvriers. 25 francs, ça paraît quand même important, parce que même si les ouvriers parisiens sont relativement mieux payés que leurs homologues de province, un ouvrier qualifié à la fin de l'Empire, où les salaires en fait, ont connu une hausse importante due à la conscription, gagne entre 800 et 1000 francs, mais c'est vraiment un bon ouvrier. Donc 25 francs, c'est au-dessus du salaire hebdomadaire d'un ouvrier parisien moyen. On peut penser que la Factorerie du Commerce, en fait, avait plus comme clientèle, entre guillemets, le négoce, plus que les ouvriers. La Factorerie du Commerce, en fait, entretient une très bonne relation avec le Trésor public et avec la Banque de France, puisque en fait, elle achète, en fait, son activité est donc d'émettre des billets en remboursables en cuivre, et en fait, elle achète aux banques
à la Banque de France, au Trésor ou aux gros banquiers parisiens, en fait, leur excédent de cuivre, qu'elles ont contre des billets, moyennant une décote de 4 à 6%. Et ces billets sont assez particuliers. Les billets de la Factory sont un peu particuliers parce qu'ils sont payables en argent moyennant à une échéance. Je ne sais pas comment ça devait figurer sur les billets. On voit par exemple sur les billets de la Caisse d'échange d'Orléans, on peut être payé en argent ou en papier sur Paris, mais moyennant un surcoût. Tandis que les billets de la Factory, eux, sont payables en argent ou en papier, mais à 8 mois ou 9 mois après l'émission du billet. On n'a pas de... aucun billet de la Factory du commerce n'a été conservé. C'est l'imprimerie de la Banque de France qui les fabriquait, en grande partie, mais tous les exemplaires que la Banque de France, que l'imprimerie avait gardés, ont été brûlés en février 1814. Quant à l'approche des armées alliées, la Banque de France a décidé de détruire en fait, le matériel de l'imprimerie pour éviter qu'il ne soit saisi par les Prussiens ou les Russes. Outre son activité d'émission de billets de sol, la Factory fait un rôle en fait, de marchand de gros en cuivre. C'est-à-dire qu'elle achète le cuivre auprès des banques ou du Trésor, mais elle leur revend aussi du cuivre quand ils en ont besoin. Notamment quand le Trésor public ou la Banque de France doit payer les pensions ou les arrérages de la rente des emprunts d'État et qu'ils ont besoin en fait, de cuivre pour faire des paiements fractionnés, la Factory du commerce va leur revendre du cuivre à un prix entendu supérieur auquel elle l'achète. Et dans ses relations avec la Banque de France, c'est la principale, c'est la plus grosse partie de ses relations avec la Banque de France. Et même si la Banque de France a recours aussi au billet de la Factory, puisque en 1802, un des régents s'est inquiété en fait que la Banque de France avait très peu de billets de la Factory en caisse pour pouvoir payer les rentes et pensions. Dans son rapport, donc la seconde, juste par façon anecdotique, la seconde, par importance, la seconde banque de sol, qui est la Caisse d'échange de monnaie, a une activité quand même qui est beaucoup plus réduite. Et notamment, Barbet-Marbois explique que autant les billets de la Factory sont acceptés partout sans aucun problème, les billets de la Caisse d'échange, eux, subissent un agiotage important. Barbet-Marbois donne quelques chiffres en fait sur le volume des billets émis, mais ces chiffres sont sujets à caution parce qu'il explique que la Factory du commerce émet en fait des billets pour à peu près 1,4 million de francs. Si on se réfère aux statistiques de la Banque de France, même si elles sont incomplètes, à la fin de l'année 1803, la Banque de France a presque 2 millions de billets de la Factory dans ses caisses. Ce qui prouve quand même qu'il est très probable que Barbet-Marbois ait sous-estimé l'activité de la Factory. Ça, on le voit également si on se réfère en fait aux quelques données que l'on a sur la circulation des billets de sol. Ce sont en fait les versements effectués en billets par les correspondants de la Banque de France. C'est un réseau de banquiers qu'elle a mis en place pour ses opérations avec la province. Et notamment, on voit qu'elle acceptait en fait les billets de la Factory et les billets des banques d'émission concurrentes. Et on voit l'importance en fait des versements effectués en billets de la Factory du commerce, qui proviennent en grande partie de Rouen et un petit peu de la région parisienne,
de la Marne, et on trouve des billets de la Factory jusque dans le Puy-de-Dôme. Si on compare en fait le chiffre donné par Barbet Marbois sur l'émission des billets de la Factory, 1,4 million, on est quand même surpris de voir que, hors la circulation parisienne, le correspondant de Rouen donc, verse dans les caisses de la banque à peu près 1 million en 1801 et un peu moins en 1802. Donc ouais, il y a un décalage entre les chiffres donnés par le ministre et ce que doit être réellement la circulation des billets de la Factory. Surtout qu'en plus, on voit bien que pour une banque de sol parisienne, l'aire de circulation de ces billets est quand même relativement important, ce qui laisse penser que ces billets étaient utilisés par les négociants, plus par les négociants que par les ouvriers pour leur consommation journalière. Bon. On peut voir, on peut noter, voir aussi que l'usage du billet de banque est quand même, tel qu'il ressort par les chiffres, par l'activité des correspondants, est quand même centré autour de Paris, même si on voit l'usage du billet de banque se diffuser le long des routes de diligence. En rouge, c'est les billets de la Banque de France. Voilà. C'est pas que des billets de sol. Non, j'ai voulu laisser... voilà. Donc, la Factory du commerce est en bleu, la Banque de France est en rouge, en vert on a la caisse d'escompte du commerce, et on les voit à peine, mais on a la caisse d'échange des monnaies et la Factory du commerce dans le Puy-de-Dôme. Donc la Banque de France a toujours eu de très bonnes relations dès l'origine avec les banques de sol. J'ai expliqué, elle utilisait la Factory du commerce pour gérer en fait ses sols. Quand elle en avait un excédent dans ses caisses, elle les versait à la Factory contre des billets. On sait que d'après les procès-verbaux du Conseil général, on voit en fait que l'échéance des billets de la Factory qui lui étaient remis sont variables. À la fin de l'année 1800, elle demanderait à être payée en argent au terme de 6 mois, mais vers 1801-1802, le terme oscille entre 9 mois et 11 mois, ce qui doit en fait donner une idée de l'abondance du cuivre qui circule à cette époque. La Banque de France a aussi de très bons rapports avec les banques de sol provinciales parce qu'elles ont choisi en fait un certain nombre comme correspondant. À Tours, le bureau d'échange des monnaies qui est créé par le receveur général Vauquer et par son neveu l'héritier est choisi comme correspondant et il le restera jusqu'en 1803. On peut citer aussi à Rouen. À Rouen, la banque a choisi comme représentant la banque Le Couteux, qui est la banque en fait des cousins du président de la banque. Mais en juin 1801, elle décide en fait de transférer provisoirement sa correspondance à la Caisse d'échange des monnaies, la banque dont on voit les... voilà, c'est cela. Oui, c'est cela. Voilà, la Caisse d'échange des monnaies. L'expérience ne dure que quelques semaines. Bon, on peut penser que le président de la banque a dû décider en fait de favoriser ses cousins par rapport à cette banque de sol. Donc, dans son rapport en 1802 sur les banques de sol, en fait, Barbet Marbois explique en fait que les banques de sol émettent des billets sans le contrôle du gouvernement et du coup on ne sait pas en fait quelle est la couverture exacte
des billets de sol émis, puisque comme les billets de sol sont plus pratiques à l'usage dans les transactions que les sols eux-mêmes, et surtout comme les billets de sol sont acceptés généralement au pair dans le commerce et chez les détaillants, alors que les sols subissent, suivant les transactions, une décote de 5 à 10%. Les porteurs de billets de sol n'ont aucun intérêt à se les faire rembourser. Ce qui veut dire que les banques de sol peuvent émettre des billets bien au-delà de leurs réserves. Et c'est cette situation en fait, que critique le ministre du Trésor, puisque en fait, une banque de sol peu scrupuleuse pourrait émettre des billets qui ne représenteraient pas en fait, qui ne seraient pas en fait couverts. Il faut noter quand même que l'usage des sols dans les paiements a au moins un intérêt pour le public, c'est pour payer ses impôts, puisque le Trésor est obligé d'accepter les sols à leur valeur faciale. Ce qui veut dire que si vous achetez des billets, des sols à, disons, 95% de leur valeur, vous paierez vos impôts en gagnant ces 5%. Ça semble être non, le public semble avoir assez compris le principe, puisque sous l'Empire, le Trésor public en fait, perçoit à peu près 800 millions d'impôts chaque année. Sur ces 800 millions d'impôts, il y en a 40 millions qui sont versés sous forme de monnaie de sol. Et si vous vous rappelez, les monnaies de sol qui circulent en France, c'est 50 millions. Donc le fait de payer ces impôts en monnaie de cuivre est un sport un peu national. Bon, par contre, on ne sait pas si les 2 millions à 3 millions de pertes, de bénéfices que les contribuables font, vont vraiment dans les poches des contribuables, parce que les receveurs généraux, eux, ont tout intérêt à se faire payer en argent et en or et à acheter du cuivre déprécié pour verser les impôts au Trésor public, pour augmenter en fait le bénéfice. Donc on ne sait pas trop si ce comportement est du ressort des contribuables ou s'il est des receveurs généraux qui cherchent en fait à maximiser leurs profits. Il faut noter quand même que dans son rapport sur les banques de sol, Barbet-Marbois donne quand même quelquefois quelques avantages aux banques de sol, puisqu'il explique par exemple qu'elles présentent l'avantage d'avoir aggloméré, recréé en agglomérant en pièces de 20 à 25 francs des sommes que les gouvernements précédents avaient imprudemment divisées en pièces de 5 et 1 sol. Donc on voit quand même... Alors, le pouvoir critique les banques de sol, mais il leur trouve quand même certains avantages. La question des banques de sol revient en fait sur le terrain politique au début de l'année 1803, au moment de la discussion de la loi sur les banques d'émission. Loi qui en fait fixe le cadre juridique des banques d'émission françaises, qu'elles soient à Paris ou dans les départements. Donc, pour ce qui est de Paris, le privilège d'émission est accordé à la Banque de France, et donc prévoit que toutes les banques d'émission parisiennes devront en fait arrêter d'imprimer de nouveaux billets et devront retirer tous les billets en circulation avant le 21 septembre 1803, qui est le début de l'année révolutionnaire. La même loi, en fait, dans sa version définitive, déjà, fixe en fait le montant des billets le montant minimum des billets à Paris de 500 francs et en province à 250 francs. Donc c'est un projet qui est clairement dirigé contre les banques de sol, dont les billets sont nettement moins importants. Mais il faut savoir que dans les premières discussions du projet de loi, notamment au Conseil d'État et
il avait été envisagé d'autoriser la Banque de France à émettre des billets de sol, et projet qui a été abandonné entre-temps, et projet que je vais devoir couper, projet que la Banque de France a repris en fait à son compte en 1806, parce que la Banque de France se plaignait, le caissier général et le directeur général au début de l'année 1806 se plaignent d'un excédent de cuivre dans les caisses. Le conseil de régence en fait reprend un projet qu'on voit apparaître de façon sporadique dans les discussions, qui est de reprendre le service ce qu'ils appellent le service de la factorerie du commerce, et donc de créer des billets de petits montants payables en cuivre. Donc ils décident, en fait, ils arrêtent la décision d'émettre un billet de 12,50 francs, qui lui correspondrait vraiment à l'usage que pourraient en faire les ouvriers parisiens, et un billet de 50 francs qui est plus en fait pour payer, pour représenter le paiement du 40e en cuivre que la banque doit donner en fait quand elle rembourse ses billets. Il faut savoir que dans les premiers mois de l'élaboration du projet, les dirigeants de la banque ne se sont pas posé la question de la légalité de ce billet, qui est pourtant contraire à la loi du 24 germinal, puisqu'il est de 40 fois inférieur au montant minimum prévu par la loi. Et la Banque de France va lancer la fabrication de ce billet avant même d'avoir obtenu l'autorisation du gouvernement. Ils en auront fabriqué presque 126 000, et dont à peu près 8 000 auront été imprimés entièrement. Les autres ont été imprimés en partie quand le projet a été bloqué par le gouvernement. La Banque de France avait comme projet d'émettre pour 2 millions de billets de sol, donc 1 million en billets de 12,50 francs, 1 million en billets de 50 francs, ce qui montre aussi que le besoin de la capitale en billets de sol était nettement supérieur aux 1,4 million dont parle Barbé Marbois dans son rapport. Bon, il faut savoir que je ne pourrais pas parler de l'exemple de la caisse de Troyes qui montre en fait le décalage entre le discours du gouvernement et l'action du pouvoir public. Il faut savoir qu'après la loi du 24 germinal, la loi du 24 germinal a un vide juridique, c'est-à-dire que dans les départements, elle ne parle que des nouvelles banques. La loi ne traite pas des banques existantes, ce qui fait en fait que les banques de sol en province, même à Paris, puisque on a pu voir que la factorerie du commerce a continué, les billets ont continué à circuler au moins jusqu'en 1806. Les banques existantes en fait ont continué à fonctionner, la plupart du temps sous la protection des autorités locales et des préfets. Vous verrez dans mon article que le préfet de l'Aube a été jusqu'à falsifier une décision ministérielle pour que la caisse d'escompte de Troyes continue à fonctionner. Et on peut, comme le dit Gutullier, en fait, les banques de sol ont au moins circulé, les banques de sol ont continué à fonctionner au moins pendant la première moitié du XIXe siècle. I'm very sorry. We have time for one question. What happens with billets de sol in southern lands, Marseille and Piedmont? Because when we compare the two maps, maps of coins and the maps of the map of billets de sol, we see that most of them are on the same place. Oui. But what happened in the south? On a... Vous comprenez le français? Oui, oui, oui. On a des informations assez parcellaires sur les banques de sol. Il y a probablement, il y a dû au moins exister une à Marseille, on peut penser, mais en fait, on trouve assez peu de billets de sol encore
dans les collections numismatiques. Ce que je vous ai montré en fait représente l'ensemble de la collection des billets de sol de la Banque de France. Bon, il est sûr qu'à Marseille, vu l'abondance des sols, il s'est trouvé des négociants ou des banquiers pour avoir idée d'émettre des billets en bourse à blanc cuivre, mais jusqu'à ce qu'on trouve trace dans les archives ou qu'on trouve un billet, il est difficile en fait d'en avoir la preuve, parce qu'en mai 1805, le Conseil d'État, la section des finances du Conseil d'État, s'est saisi du problème de l'application de la loi sur les banques en province, et ils ont élaboré un projet de décret d'application de la loi en province. Et de Fermont, le président de la section des finances du Conseil d'État, explique que c'est une véritable anarchie. Il y a des banques d'émission, et notamment des banques de sol un peu partout en France, qu'elles se créent à l'insu du gouvernement parce que c'est plus simple pour elles de fonctionner hors du cadre de la loi. Mais malheureusement, il explique en fait, il liste en fait toutes les banques qui existent en France en annexe du projet de décret. Mais comme vous le savez, le Conseil d'État a brûlé en 1871. Et j'ai fait faire des recherches par les archivistes du Conseil d'État et il semble que l'annexe du rapport soit perdue définitivement. Donc il est très probable qu'il y ait des banques d'émission dans le sud aussi, mais jusqu'à preuve d'en avoir trouvé. Au contraire, on n'a pas encore trouvé de preuves avérées de leur existence. Pour la Banque de Troyes, où je vous lirai avec plaisir parce que je suis troyen, vous trouverez ces billets dans les archives municipales de Troyes, pas les archives départementales de l'Aube, les archives municipales de Troyes, qui sont au dernier étage de la mairie. Je les ai vus il y a à peu près 26 ans. Je pense qu'ils sont toujours conservés. Et j'ai juste fait une remarque par rapport donc, à l'intervention que je faisais d'hier sur vos graphiques en bleu, c'est-à-dire la banque du commerce. La factory du commerce, oui. La factory du commerce. Vous avez Rouen et Orléans, qui sont, je dirais, les deux terminaux des ports fluviaux pour l'approvisionnement de Paris, c'est-à-dire oui. Rouen sur la Seine, et Orléans, celui qui va bifurquer sur la Loire. Oui, et donc, effectivement, c'est très intéressant. On voit en fait, pour toutes les banques d'émission parisiennes, que les billets circulent dans ce qu'on appelle à l'époque la zone d'approvisionnement de Paris. Oh. So, thank you very much. The time has come, so thank you for joining us. Very much. Thank you.